Dans la cabine feutrée d'un vol Paris-New York, où le luxe scintille à chaque détail, siège en cuir souple, houblot cerclé d'argent, lumière tamisée comme un écrin de velours, une injustice brutale éclate, aussi soudaine qu'un coup de tonnerre. Une femme enceinte, 8 mois de grossesse, le visage crispé par la douleur, supplie pour une couverture, un peu d'eau chaude, un geste d'humanité. Mais l'hôtesse, froide comme la glace, la toise avec mépris. « Ce n'est pas mon rôle !» crache-t-elle, abandonnant la passagère à son sort, seule, vulnérable, au bord de l'effondrement. Le silence s'abat, lourd, suffocant. Les passagers, figés, détournent les yeux. Certains murmurent, d'autres ricanent, mais aucun n'agit. Cette scène vous révolte? Ce mépris vous fait bouillir le sang? Alors likez cette vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Justice pour Aïssata. Criez votre indignation. Dites-nous d'où vous regardez et ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice. Aïssata Camara, 32 ans, est assise près du hublot, son ventre rond protégé par une robe fluide, un foulard coloré noué avec soin autour de ses épaules. Sa peau ébène capte la lumière douce, son regard, empli de sérénité, trahit une force intérieure. Ce vol, un rare moment de répit, est un cadeau de sa sœur, installée à New York. Un billet de première classe, un luxe qu'elle n'a jamais connu. Elle ajuste son siège avec précaution, attentive à son bébé, à ce petit être qu'elle porte avec amour. Ses doigts caressent son foulard, un héritage de sa mère sénégalaise, un talisman de courage. Mais dans cette cabine, où l'opulence règne, sa présence semble une provocation. Les passagers affluents, costumes impeccables, sacs de marque jetés négligemment, parfums coûteux saturant l'air. Ils s'installent avec l'arrogance des habitués, échangeant des banalités sur le champagne servi ou les affaires conclues à Paris. L'équipage, en uniforme bleu nuit aux boutons dorés, glisse avec une précision mécanique, distribuant des sourires polis mais vides. Véronique Lemaire, hôtesse depuis 10 ans, arpente l'allée comme une impératrice, son badge scintillant comme un sceptre. Ses yeux scrutent chaque passager, jugent, évaluent. Lorsqu'ils se posent sur Aïssata, ils se durcissent. Un rictus tord ses lèvres, comme si elle flairait une intruse. Elle s'arrête, ses talons claquent, son corps bloque l'allée. « Madame, dit-elle, le mot tranchant comme une lame, vous êtes sûre d'être à votre place ?» Aïssata, surprise, cligne des yeux. Une douleur soudaine, comme une vague brûlante, traverse son ventre. Elle pose une main sur son abdomen, respire lentement, tentant de calmer la panique. « Oui, c'est ma place, » répond-elle, sa voix douce, teintée d'un léger accent, empreinte de dignité. Elle sort son billet, un geste calme, assuré, malgré la contraction qui la tenaille. Véronique le saisit, l'examine à peine, puis le jette sur les genoux d'Aïssata, comme s'il était indigne de ses doigts manucurés. « Première classe ?» ricane-t-elle, sa voix assez forte pour attirer les regards. « Ce n'est pas pour tout le monde. » Les mots claquent, crus, venimeux. Les joues d'Aïssata s'embrasent, une chaleur cuisante montant en elle. Pourquoi elle? Pourquoi cette hostilité? Elle a voyagé 1000 fois, en classe économique, en bus bondé, mais jamais on ne l'a traitée ainsi. « J'ai un billet », insiste-t-elle, sa voix ferme, malgré la douleur qui s'intensifie. Véronique plisse les yeux, un sourire méprisant aux lèvres. « Restez tranquille, ou ça va empirer », lâche-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance. À cet instant, une contraction plus forte arrache un gémissement à Aïssata. Elle agrippe l'accoudoir, ses ongles s'enfonçant dans le cuir. « J'ai mal, » murmure-t-elle. « S'il vous plaît, une couverture, de l'eau chaude. » Véronique, implacable, croise les bras. « Les tâches de service sont limitées à la zone, » déclare-t-elle,
sa voix froide, mécanique, comme une sentence. Vous devez vous débrouiller. Le mot « débrouiller » frappe Aïssata comme un coup de poing. Elle halète, la douleur montant en vagues, son front perlé de sueur. Les passagers autour, témoins de la scène, restent immobiles. Un couple, les Morel, lui en costume 3 pièces, elle drapée d'une robe de soie et d'un collier de diamants, échange un regard amusé. Elle exagère, non? Chuchote Madame Morel, assez fort pour être entendue, ses lèvres pincées en un rictus cruel. Elle veut juste attirer l'attention, renchérit son mari, ajustant sa montre en or. Leurs mots, comme des flèches empoisonnées, transperçant Aïssata. Elle sent les regards, certains curieux, d'autres gênés, mais tous silencieux. Un homme d'affaires, la quarantaine, costume gris, pianote sur son ordinateur, un sourcil levé, comme si la scène était une nuisance. Une jeune femme, en tailleur chic, baisse les yeux sur son magazine, évitant tout contact. Véronique, galvanisée par l'indifférence collective, se redresse, son uniforme soulignant son autorité autoproclamée. « Si vous ne pouvez pas supporter, vous n'auriez pas dû voyager », lâche-t-elle, sa voix tranchante, chaque mot conçu pour blesser. Aïssata, le souffle court, lutte pour rester calme. Une nouvelle contraction, plus violente, lui arrache un cri étouffé. Ses mains tremblent, serrant son foulard comme un ancre. « Aidez-moi » supplie-t-elle, sa voix brisée mais digne. « Mon bébé » Véronique ricane, un rire sec, presque théâtral. « Votre bébé? Ça ne change rien, pas d'exception ici. » Les mots, comme un fouet, claquent dans la cabine. Les Morel éclatent d'un rire strident, leur voix résonnant comme des éclats de verre. « Quelle comédie !» s'exclame Madame Morel, jouant avec son collier. « Elle croit qu'on va tous s'incliner ?» Son mari renchérit, moqueur. Elle aurait dû rester chez elle. Leur moquerie, amplifiée par le silence des autres, écrase Aïssata comme une vague. Elle sent son cœur se serrer, la honte et la douleur se mêlant en un nœud insupportable. Un jeune steward, Julien, aux cheveux bouclés et au regard inquiet, observe la scène depuis l'allée. Ses poings se serrent, mais il hésite, jetant un regard à Véronique, dont l'autorité semble l'écraser. « Faites quelque chose », murmure une passagère âgée, en tailleur gris, à son voisin, mais elle se tait, intimidée par le regard de Véronique. La douleur d'Aïssata s'intensifie, chaque contraction comme un coup de poignard. Elle se plie en deux, un gémissement s'échappant de ses lèvres. « S'il vous plaît » murmure-t-elle, sa voix à peine audible, un appel désespéré. Véronique, campée sur ses talons, lève les yeux au ciel. « Arrêtez ce cinéma » aboie-t-elle. « Vous gênez tout le monde. » Le mot « gêner » résonne, cruel, impitoyable. Les passagers, mal à l'aise, détournent les yeux. Un homme en costume, un verre de vin à la main, murmure à sa voisine. Quelle perte de temps! Une adolescente, écouteur sur les oreilles, lève les yeux, semble hésiter, mais replonge dans son téléphone. Aïssata, seule, sent la panique monter. Son bébé, son trésor est en danger et personne ne bouge. Elle ferme les yeux, respire profondément, s'accrochant à l'image de sa mère, à sa force. Mais la douleur, implacable, menace de l'engloutir. Elle agrippe son sac, ses doigts tremblants, et sort son téléphone, espérant envoyer un message à sa sœur. Mais une nouvelle contraction la fige, son souffle coupé. Elle est seule, à 35 000 pieds, abandonnée par ceux qui devraient l'aider. Julien, le jeune steward, s'approche discrètement, son cœur battant à tout rompre. « Madame, vous allez bien ?» chuchote-t-il, jetant un regard nerveux à Véronique, qui discute avec un collègue, riant comme si rien ne se passait. Aïssata hoche la tête, incapable de parler, ses yeux brillants de larmes contenues. « J'ai mal, mon bébé » murmure-t-elle. Julien déchiré sait qu'il risque sa place en défiant Véronique, mais le regard d'Aïssata,
sa vulnérabilité le secoue. Il se redresse, prêt à agir. Mais Véronique le remarque. « Retourne à ton poste », aboie-t-elle, son regard perçant comme une lame. Julien baisse les yeux, hésitant, mais ne bouge pas. À cet instant, un passager, le docteur Paul Garnier, un médecin à la retraite, se lève de son siège. Ses lunettes rondes scintillent sous la lumière, son visage marqué par une colère contenue. « Cette femme a besoin d'aide », lance-t-il, sa voix grave résonnant dans la cabine. Véronique pivote, furieuse. « Monsieur, restez à votre place », ordonne-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous n'êtes pas qualifié pour intervenir. » Paul, imperturbable, s'approche d'Aïssata, s'agenouille près d'elle. « Je suis médecin », dit-il, sa voix calme mais ferme. « Et je ne laisserai pas une femme accoucher sans aide. » Les Morel, indignés, s'agitent. « C'est une honte !» siffle Madame Morel, sa voix mielleuse mais venimeuse. Elle perturbe tout le vol. Son mari renchérit, son ton grave et arrogant. Pourquoi ne l'envoie-t-on pas à l'arrière? Leurs mots, comme des aiguilles, s'enfoncent dans le cœur d'Aïssata. Elle lutte pour respirer, la douleur et l'humiliation se mêlant en un tourbillon. Paul, ignorant les Morel, pose une main sur l'épaule d'Aïssata. « Respirez », murmure-t-il, sa voix un phare dans la tempête. « On va s'occuper de vous. » Mais Véronique, furieuse, bloque l'allée. « Vous violez les règles !» crie-t-elle, son autorité vacillante. « Pas d'intervention médicale sans autorisation. » Paul la toise, son regard brûlant. « Et vous, vous violez l'humanité !» rétorque-t-il, chaque mot un coup. Les passagers, captivés, retiennent leur souffle. Certains murmurent, indignés, mais la peur les cloue à leur siège. Julien, galvanisé par Paul, fait un pas vers la galée, décidé à chercher des couvertures, malgré les ordres de Véronique. Aïssata, entre deux contractions, lève les yeux vers Paul. « Merci », murmure-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte de gratitude. Une larme glisse sur sa joue, non pas de douleur, mais de soulagement. Quelqu'un la voit, quelqu'un agit, mais la douleur revient, plus forte, plus rapide. Elle sait que le temps presse. Son bébé arrive, et elle est coincée dans un avion, entourée d'indifférence et de mépris. Véronique, sentant le contrôle lui échapper, s'avance vers Paul. « Vous allez causer un incident », menace-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Cette femme n'a rien à faire ici si elle ne peut pas se contrôler. » Les mots, comme un coup de poignard, font vaciller Aïssata. Elle agrippe son foulard, luttant pour ne pas craquer. Paul, furieux, se lève, dominant Véronique. « Vous parlez de contrôle ?» rugit-il. « Vous laissez une femme enceinte souffrir sous vos yeux. Honte à vous !» Sa voix, comme un coup de tonnerre, secoue la cabine. Les Morel mal à l'aise détournent les yeux. L'homme d'affaires range son ordinateur, soudain silencieux. La jeune femme au magazine lève les yeux, choquée, mais reste immobile. Julien, bravant sa peur, court vers la galée, arrachant des couvertures d'un placard. Véronique, hors d'elle, le suit, ses talons claquant comme des coups de marteau. « Tu veux perdre ton travail ?» siffle-t-elle, sa voix venimeuse. Julien, le visage rouge, se retourne. « Et vous, vous voulez laisser une femme mourir ?» lance-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Le silence s'abat, électrique, insoutenable. Les passagers, pour la première fois, commencent à murmurer, à se regarder, à remettre en question leur passivité. Une femme âgée, en tailleur gris, murmure « C'est inacceptable ». Un jeune homme, écouteur autour du cou, sort son téléphone, commence à filmer. La tension monte, un fil prêt à craquer. Aïssata, pliée en deux, pousse un cri, la douleur la submergeant. Paul, à ses côtés, organise les maigres ressources.
une bouteille d'eau, une serviette, et lance un regard à Julien. « Va voir le capitaine », ordonne-t-il. « On a besoin d'un atterrissage d'urgence. » Julien hoche la tête, courant vers l'avant de l'avion, ignorant les cris de Véronique. Dans la cabine, l'atmosphère est un volcan prêt à exploser. Aïssata, en sueur, lutte pour respirer, chaque contraction plus rapide, plus intense. Paul, calme mais déterminé, murmure. « Tenez bon, Aïssata, vous êtes forte. » Ces mots, comme une bouée, la maintiennent à flot. Mais les Morel, insensibles, continuent leur murmure. « Tout ce drame pour rien », siffle Madame Morel, son collier scintillant sous la lumière. « Elle aurait dû prévoir », ajoute son mari, son ton dégoulinant de mépris. Leurs voix, comme des lames, s'enfoncent dans le cœur d'Aïssata. Elle ferme les yeux, s'accrochant à l'image de son bébé, à l'espoir qu'il survive. Julien, dans le cockpit, plaide auprès du capitaine, Marc Dubois, un homme à la voix grave et aux yeux fatigués. « Une femme accouche, dit-il, essoufflé. On doit atterrir. » Marc hoche la tête, ses mains serrant les commandes. « Boston, déclare-t-il. On y sera dans 30 minutes. » Mais 30 minutes, pour Aïssata, c'est une éternité. Véronique, dans la galerie, fulmine, son autorité brisée. Elle ajuste son chignon, tente de reprendre le contrôle, mais ses mains tremblent. Elle sait que cet incident la suivra, que son mépris, son refus d'agir, la condamne. Les passagers, galvanisés par Paul et Julien, commencent à se mobiliser. Une femme, la trentaine, apporte une bouteille d'eau. Un homme offre son écharpe pour improviser un coussin. Mais Aïssata, au bord de l'épuisement, sent son corps céder. Une contraction, plus violente que les autres, la fait crier, un son déchirant qui fige la cabine. Paul, les mains tremblantes, sait que l'accouchement est imminent. « On n'a pas le temps », murmure-t-il, son visage blême. Aïssata, les larmes aux yeux, le fixe. « Sauvez mon bébé », supplie-t-elle, sa voix brisée. Paul hoche la tête, un serment silencieux. À 35 000 pieds, au cœur de l'injustice, une bataille pour la vie commence, et la tempête de la justice s'apprête à éclater. Dans la cabine vibrante de tension, à 35 000 pieds, au-dessus de l'Atlantique, le chaos éclate comme une tempête déchaînée. Aïssata Camara, pliée en deux sur son siège de première classe, lutte contre des contractions implacables, son visage crispé par la douleur, son foulard trempé de sueur. Chaque cri qu'elle pousse déchire l'air, un appel désespéré auquel répond un silence coupable, brisé seulement par le courage naissant de quelques âmes. Véronique Lemaire, l'hôtesse au mépris glacial, se tient à l'écart, ses talons claquant encore d'une autorité vacillante, tandis que ses mots cruels, « pas d'exception ici », résonnent comme un écho toxique. Mais un héros émerge de l'ombre. Julien, le jeune steward, défie son arrogance, courant à travers l'allée, des couvertures dans les bras, le cœur battant d'une rage contenue. La cabine, autrefois figée par l'indifférence, s'éveille en un tourbillon d'émotions. Colère, peur, espoir. Aïssata accouche, ici, maintenant, sur un siège de cuir, entouré d'étrangers, certains alliés, d'autres complices d'une injustice qui vous fera hurler de rage. Si cette cruauté vous révolte, si le courage de Julien et la résilience d'Aïssata vous touchent, criez-le. Likez cette vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Justice pour Aïssata. Dites-nous d'où vous regardez et ensemble, faisons trembler les fondations de l'injustice. Aïssata, le souffle haché, agrippe les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le cuir. Une contraction, plus violente que les autres, la fait gémir, un son primal qui glace le sang. Ses yeux, brillants de larmes, fixent le docteur Paul Garnier, le médecin à la retraite qui s'est dressé contre l'injustice. « Tenez bon », murmure-t-il, sa voix un phare dans la tempête, ses lunettes scintillant sous la lumière tamisée. Il s'agenouille près d'elle, ses mains tremblantes mais assurées, organisant les maigres ressources.
une bouteille d'eau, des serviettes, une écharpe offerte par un passager. « On va y arriver, » dit-il, mais son front perlé de sueur trahit l'urgence. L'accouchement, imprévu, brutal, s'accélère. Aïssata, entre deux vagues de douleur, murmure « Mon bébé, sauvez-le ». Sa voix, brisée mais ferme, porte une force qui défie la cruauté ambiante. Paul hoche la tête, un serment silencieux. Mais le temps presse et les conditions sont précaires. Pas de matériel médical, pas de salle stérile, juste un siège étroit et une cabine saturée de tension. Julien, revenu de la galée, dépose les couvertures près d'Aïssata, son visage rouge de colère et de peur. Il a défié Véronique, ignorant ses menaces. « Tu veux perdre ton travail ?» Et son audace allume une étincelle dans la cabine. « On a besoin de plus d'eau » lance-t-il, sa voix tremblante mais déterminée, s'adressant aux passagers. Une femme, la trentaine, tailleur froissé, se lève, courant chercher une bouteille. Un homme, costume débraillé, offre son pull pour soutenir la tête d'Aïssata. La cabine, autrefois paralysée par l'indifférence, s'anime d'un sursaut d'humanité. Mais les Morel, ce couple arrogant, restent assis, leur visage crispé de mépris. « Quelle pagaille !» siffle Madame Morel, ses diamants scintillant comme des éclats de glace. Elle aurait dû prévoir ça. Son mari, ajustant sa montre, ricane. « On paye pour le calme, pas pour ce cirque. » Leurs mots, comme des lames, transpercent l'air, attisant la colère de ceux qui les entendent. Un jeune homme, écouteurs autour du cou, filme toujours, son téléphone capturant chaque instant. La douleur d'Aïssata, le courage de Paul, l'arrogance des Morel. Véronique, dans la galée, fulmine, ses mains serrant le comptoir, son chignon impeccable désormais défait. Elle sent le contrôle lui échapper, son autorité pulvérisée par l'audace de Julien et l'intervention de Paul. « C'est inacceptable !» crie-t-elle, s'avançant vers l'allée, ses talons claquant comme des coups de feu. « Vous perturbez le vol !» Sa voix, stridente, tente de reprendre le dessus, mais elle vacille, trahie par la panique. Paul, sans lever les yeux, rétorque. « Ce qui est inacceptable, c'est votre inhumanité. » Sa voix, grave, résonne comme un verdict, faisant taire Véronique. Les passagers, galvanisés, se tournent vers elle, leurs regards accusateurs. Une femme âgée, en tailleur gris, murmure « Elle devrait avoir honte. » Un homme d'affaires, jusque-là silencieux, range son ordinateur, son visage marqué par la culpabilité. Julien, ignorant Véronique, court vers le cockpit, frappant à la porte. « Capitaine !» crie-t-il, essoufflé. « Elle accouche! On doit atterrir maintenant! » Dans le cockpit, le capitaine Marc Dubois, un homme aux traits burinés, écoute Julien, ses mains serrant les commandes. « Boston est à 30 minutes, » dit-il, sa voix calme mais tendue. « Préparez la cabine pour un atterrissage d'urgence. » Julien hoche la tête, retourne en courant vers Aïssata, son cœur battant à tout rompre. Il croise le regard de Véronique qui tente de l'arrêter. « Tu vas le regretter, » siffle-t-elle, mais Julien, pour la première fois, la toise. « C'est vous qui regretterez, » lance-t-il, sa voix vibrante de défi. Ce moment, comme un éclair, marque un tournant. La cabine, divisée entre ceux qui agissent et ceux qui jugent, devient un champ de bataille. Aïssata, au centre, lutte pour sa vie et celle de son bébé. Une contraction, plus forte, la fait crier, un son déchirant qui fige la cabine. Paul, à ses côtés, organise les passagers volontaires. « J'ai besoin d'espace », ordonne-t-il, sa voix ferme. Une femme apporte des lingettes, un homme pousse les sièges pour créer une barrière improvisée. Mais les Morel, toujours assis, murmurent « Quel scandale! Elle ruine tout! » Aïssata, en sueur, sent son corps céder. « Je ne peux plus » murmure-t-elle, ses yeux cherchant ceux de Paul. Il pose une main sur la sienne, sa voix douce mais résolue.
Vous êtes plus forte que ça, Aïssata. Votre bébé a besoin de vous. » Ces mots, comme une encre, la ramènent à la surface. Elle respire, un souffle saccadé, s'accrochant à l'image de sa sœur, de son bébé, de l'espoir. Mais la douleur, implacable, menace de l'engloutir. Paul, les mains tremblantes, sait que l'accouchement est imminent. « Le bébé arrive », murmure-t-il, son visage blême. Il n'a ni forceps, ni anesthésie, juste son expérience et la volonté brute de sauver deux vies. Julien, revenu avec une trousse de premiers secours, s'agenouille près de lui. « On fait quoi ?» demande-t-il, sa voix tremblante. Paul, sans hésiter, répond « On improvise ». Les passagers, suspendus à ce moment, retiennent leur souffle. Une adolescente, jusque-là silencieuse, retire ses écouteurs, les larmes aux yeux. « Elle va y arriver », murmure-t-elle, comme une prière. Véronique, reléguée dans un coin, observe, impuissante. Son autorité, son arrogance s'effondrent comme un château de cartes. Elle tente une dernière fois de reprendre le contrôle, s'avançant vers Paul. « Vous n'avez pas le droit !» crie-t-elle, mais sa voix brisée manque de conviction. Paul, sans la regarder, rétorque. « Et vous, vous n'avez pas le droit de laisser une femme souffrir. » Les mots, comme un coup de tonnerre, font vaciller Véronique. Les passagers, pour la première fois, se rebellent ouvertement. « Laissez-les aider !» lance une femme, sa voix vibrante de colère. « Honte à vous !» ajoute un homme, son poing serré. Véronique, acculée, recule, ses joues rouges de honte et de rage. Elle sait qu'elle a perdu, mais son orgueil, comme un poison, refuse de plier. Elle murmure à un collègue. Cette femme cause tout ce chaos. Mais son collègue, un steward plus âgé, secoue la tête. Non, Véronique, c'est toi. Aïssata, au bord de l'épuisement, pousse un cri, son corps secoué par une contraction finale. Paul, les mains prêtes, murmure. Poussez, Aïssata. Maintenant. Elle obéit, ses forces s'amenuisant, son visage crispé par l'effort. Les passagers, suspendus à ce moment, retiennent leur souffle. Julien, agenouillé, tient une couverture, prêt à envelopper le bébé. Les Morel, seuls dans leur bulle d'arrogance, murmurent encore. Quel désordre! Mais leurs voix, désormais ignorées, se perdent dans le tumulte. Une femme, la trentaine, les fusille du regard. « Vous n'avez pas de cœur ?» lance-t-elle, sa voix tremblante de rage. Madame Morel, piquée au vif, rétorque. « Nous payons pour le privilège. » Mais sa voix, tremblante, sonne creux face à la tragédie qui se joue. Soudain, un cri fragile, aigu, perce l'air. Le bébé d'Aïssata est là, un petit être frêle, glissant dans les mains de Paul. La cabine, figée, explose en un mélange de cris de joie et de sanglots. Julien, les larmes aux yeux, enveloppe le nouveau-né dans une couverture, ses mains tremblantes. « C'est une fille », murmure Paul, sa voix brisée par l'émotion. Aïssata, épuisée, lève les yeux, un sourire faible mais lumineux sur les lèvres. « Espoir », murmure-t-elle, nommant son bébé dans un souffle. Les passagers, bouleversés, applaudissent spontanément, leurs mains battant comme un orage. Une femme pleure, un homme serre son poing, victorieux. Même l'homme d'affaires, jusque-là indifférent, essuie une larme discrète. Mais les Morel, mal à l'aise, détournent les yeux, leur arrogance fissurée. Véronique, dans son coin, fixe le sol, son visage blême, consciente que cet instant marque sa chute. Julien, tenant le bébé, le passe délicatement à Aïssata. Elle le serre contre son cœur, ses larmes coulant librement. « Merci », murmure-t-elle à Paul, à Julien, à ceux qui ont agi. Paul, épuisé, hoche la tête. « Vous avez tout fait, Aïssata. Vous êtes une force. » La cabine, encore vibrante d'émotion, s'apaise légèrement,
Mais la tension reste. Le capitaine, via l'interphone, annonce « Atterrissage à Boston dans 10 minutes. Les secours sont prêts. » Les passagers, soulagés, se préparent, mais les regards se tournent vers Véronique. Elle tente de se fondre dans l'ombre, mais les yeux accusateurs la suivent. Une passagère, la femme âgée en tailleur gris, murmure « Elle devrait être virée. » Un jeune homme, celui qui filmait, brandit son téléphone. « Ça va devenir viral », dit-il, sa voix vibrante de colère. Véronique, sentant le poids de son erreur, s'effondre sur un tabouret, ses mains tremblantes. Elle sait que cet incident la poursuivra, que son mépris, capturé sur vidéo, scellera son sort. Aïssata, tenant espoir, respire enfin, son corps épuisé, mais son esprit indomptable. Elle regarde par le hublot, l'horizon scintillant comme une promesse. Elle a survécu, son bébé est vivant, mais la bataille n'est pas finie. Les Morel, toujours murmurant, tentent de justifier leur inaction. « Ce n'était pas notre faute », siffle Madame Morel, mais ces mots sonnent faux, noyés par la colère collective. Paul, rangeant les serviettes tachées, lance un regard à Véronique. « Vous aurez des comptes à rendre, » dit-il, sa voix grave, un avertissement. Julien, revenu du cockpit, s'approche d'Aïssata. « Les secours seront là à l'atterrissage, » murmure-t-il, sa voix douce. Elle hoche la tête, un éclat de gratitude dans les yeux. Mais dans son cœur, une colère sourde brûle encore, contre Véronique, contre les Morel, contre l'indifférence qui a failli lui coûter son bébé. L'avion amorce sa descente, le grondement des moteurs amplifiant la tension. Les passagers, encore sous le choc, échangent des regards, certains emplis de honte, d'autres de fierté. Aïssata, serrant espoir, sait que cet instant, cet accouchement à 35 000 pieds, marquera l'histoire. La vidéo du jeune homme, déjà partagée sur les réseaux sociaux, commence à circuler, les hashtags #Justice pour Aïssata et à honte et à Véronique gagnant du terrain. Véronique, dans la galerie, entend les murmures, sent les regards. Elle ajuste son uniforme, tente de reprendre une contenance, mais son assurance s'est envolée. Elle sait que l'atterrissage ne sera pas une fin, mais un début de justice, de conséquences, d'une tempête qu'elle a elle-même déclenchée. Aïssata, tenant son bébé, lève les yeux vers Paul. « Merci d'avoir cru en moi, » murmure-t-elle. Paul sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « C'est vous qui nous avez réveillés, » répond-il. À 35 000 pieds, une vie est née, et avec elle, une révolte contre l'injustice, prête à éclater comme un ouragan. L'avion touche le sol à Boston dans un grondement sourd, les pneus crissant sur la piste, mais la tempête qui fait rage à bord est loin de s'apaiser. Aïssata Camara, serrant son nouveau-né, espoir, contre son cœur, fixe l'horizon par le hublot, son visage marqué par l'épuisement et une colère brûlante. À 35 000 pieds, elle a affronté l'indifférence cruelle de Véronique Lemaire, l'hôtesse qui l'a abandonnée en pleine détresse, et les rires venimeux des Morel, ce couple arrogant qui a moqué sa douleur. Mais maintenant, à terre, la justice s'avance, implacable, portée par la vidéo virale d'un passager, les hashtags #Justice pour Aïssata et Honte à Véronique enflammant les réseaux sociaux. La cabine, encore vibrante de l'émotion d'un accouchement miraculeux, est un champ de bataille où les regards accusateurs traquent de Véronique, dont l'arrogance s'effrite comme un masque fissuré. Julien, le jeune steward au courage inattendu, et le docteur Paul Garnier, le médecin qui a sauvé Espoir, se tiennent aux côtés d'Aïssata, leurs silhouettes comme des phares dans l'obscurité de l'injustice. Cette histoire, ce cri d'indignation vous secoue, ce mépris vous révolte, alors likez cette vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Justice pour Aïssata. Criez votre colère, dites-nous d'où vous regardez, et ensemble, faisons tomber les murs de l'injustice. Les portes de l'avion s'ouvrent, et une équipe médicale monte à bord,
leurs uniformes blancs contrastant avec la tension électrique de la cabine. Aïssata, enveloppée dans une couverture, tient espoir, dont les petites cris fragiles résonnent comme un défi à la cruauté qu'elle a endurée. Les secouristes, guidés par Paul, s'approchent avec précaution. « Vous êtes incroyable !» murmure une infirmière, ses yeux brillants d'admiration. Aïssata, épuisée, esquisse un sourire, mais ses lèvres tremblent, sa colère toujours vive. Elle revoit les mots de Véronique. « Pas d'exception ici !» Et les ricanements des Morel, leur voix mielleuse lacérant son cœur. Julien, à ses côtés, porte son sac, son regard fixé sur Véronique, qui se tient dans la galerie, les mains crispées, son uniforme taché de sueur. Les passagers, en descendant, jettent des regards assassins à l'hôtesse, certains murmurant « Elle devrait être virée ». Une femme âgée, en tailleur gris, s'arrête près d'Aïssata. « Vous êtes une héroïne », dit-elle, sa voix tremblante. Mais Aïssata, serrant espoir, ne répond pas. Elle veut plus que des mots. Elle veut justice. Dans le terminal, l'atmosphère est fébrile, saturée de murmures et de flashs de caméras. La nouvelle de l'accouchement à bord s'est répandue comme une traînée de poudre, les médias locaux et internationaux envahissant l'aéroport. Aïssata, escortée vers une ambulance, est assaillie par des micros. « Madame Camara, que s'est-il passé ?» crie un journaliste. Elle s'arrête, son regard perçant, et répond, sa voix claire malgré la fatigue. « Une hôtesse m'a laissé souffrir. Des passagers m'ont moqué, mais d'autres m'ont sauvé. » Ces mots, comme un coup de tonnerre, électrisent la foule. Les réseaux sociaux explosent, la vidéo du jeune passager, capturant l'indifférence de Véronique et les rires des Morel, atteignant des millions de vues. Les hashtags #Justice pour Aïssata et #Honte à Véronique deviennent des cris de ralliement, partagés par des milliers d'internautes indignés. « Comment peut-on traiter une femme enceinte ainsi ?» commente un utilisateur. « Honte à cette compagnie », ajoute un autre. Aïssata, dans l'ambulance, serre espoir, son cœur battant d'une colère contenue. Elle n'a pas demandé ce combat, mais elle ne reculera pas. Véronique, retenue dans une salle du terminal, fait face à 2 cadres de la compagnie aérienne, dont Claire Beaumont, une femme au regard d'acier, responsable des opérations. « Expliquez-vous », ordonne Claire, sa voix coupante comme une lame. Véronique, les mains moites, balbutie. « C'était une erreur. Je suivais le protocole. » Mais Claire l'interrompt, posant un téléphone sur la table. La vidéo virale joue, montrant Véronique criant « Vous gênez tout le monde !» Les mots, crus, implacables, résonnent dans la pièce silencieuse. Véronique blêmit, ses jambes vacillant. « Ce n'est pas tout », ajoute Claire, révélant un enregistrement audio de Julien, capturé discrètement dans la galerie. « Elle aurait dû prévoir ça », dit la voix de Véronique, dégoulinante de mépris. « Ces gens ne savent pas rester à leur place. » Le mot « Jean » claque comme une gifle, révélant un préjugé toxique. Claire, les lèvres pincées, déclare « Vous êtes suspendu sans solde, en attente d'une enquête. Préparez-vous à des conséquences graves. » Véronique, acculée, tente de protester. « Ce n'était pas ma faute. » Mais ces mots, faibles, se perdent dans l'air. Elle sait qu'elle a creusé sa propre tombe. Pendant ce temps, les Morel, dans le salon de première classe, tentent de sauver la face. Madame Morel, ses diamants scintillant sous les lumières, tape frénétiquement sur son téléphone, publiant un post sur les réseaux sociaux. Scandale à bord. Une passagère a perturbé tout le vol avec son drame exagéré. Honte à elle. Son mari, ajustant sa cravate, approuve. Nous sommes des clients fidèles. Ils ne nous toucheront pas. Mais leur arrogance, comme un poison, se retourne contre eux. Le post, partagé par des centaines d'utilisateurs, déclenche une vague de colère. « Honte à vous !» répond un internaute. « Vous avez ri d'une femme en train d'accoucher. » Les captures d'écran circulent,
leur nom, autrefois synonyme de privilège, devenant un symbole de disgrâce. Un journaliste, dans le terminal, les interpelle. « Madame Morel, regrettez-vous vos paroles ?» Elle siffle, son collier s'en mêlant dans ses gestes nerveux. « Nous n'avons rien fait de mal. » Mais les regards accusateurs, les murmures de la foule, la font vaciller. Monsieur Morel, rouge de colère, murmure « C'est une chasse aux sorcières. » Pourtant, leur tentative de contacter un cadre pour étouffer l'affaire échoue, leur argent impuissant face à la tempête médiatique. Aïssata, à l'hôpital, est accueillie dans une chambre baignée de lumière, Espoir dans un berceau à ses côtés. Les médecins, émus par son histoire, annoncent une nouvelle stupéfiante. L'hôpital, un établissement prestigieux, offre à Espoir des soins gratuits à vie, en hommage à sa naissance au milieu de l'injustice et de la gentillesse. Aïssata, les larmes aux yeux, caresse son bébé, un sourire fragile sur les lèvres. Mais sa colère ne s'éteint pas. Elle pense à Véronique, à ces mots. « Vous ne méritez pas d'être ici. » Et au rire des Morel, qui ont failli lui coûter son enfant. Julien, venu lui rendre visite, s'assied près d'elle. « Vous avez changé quelque chose aujourd'hui, » murmure-t-il, sa voix empreinte de respect. Aïssata hoche la tête, ses yeux brillants. « Ce n'est pas fini, » répond-elle, sa voix ferme, un éclat de défi dans le regard. Paul, le médecin, entre à son tour, ses lunettes scintillant sous les néons. « J'ai donné la vidéo aux autorités, » dit-il. « Ils ne s'en sortiront pas. » Aïssata, serrant Espoir, murmure. « Merci. Vous m'avez rendu ma dignité. » Dans une salle de réunion austère, Véronique fait face à une audience disciplinaire. Claire Beaumont, président, lit un rapport accablant. Des plaintes de passagers s'étalant sur des années, dénonçant l'arrogance de Véronique, ses jugements hâtifs, son mépris pour ceux qu'elle jugeait inférieurs. « Vous avez humilié une femme enceinte, » déclare Claire, sa voix tranchante, « et vous avez osé blâmer sa présence. » Véronique, les larmes aux yeux, tente de se défendre. « J'ai cru, je pensais qu'elle exagérait. » Mais ces mots, faibles, sonnent creux. Julien, convoqué, témoigne. Elle a dit que ces gens ne savent pas rester à leur place. L'enregistrement, diffusé, scelle son sort. Les cadres échangent des regards, leur verdict imminent. « Vous êtes suspendu à vie, » annonce Claire, « et une formation sur les préjugés est votre seule chance de rédemption. » Véronique s'effondre, ses mains tremblantes, son orgueil brisé. Elle repense à Aïssata, à son regard calme mais perçant, et pour la première fois, la honte l'envahit, plus lourde que la colère. Les Morel, eux, sont bannis des vols de la compagnie, leur statut de client fidèle pulvérisé. Leur poste, devenu un scandale mondial, les poursuit comme une malédiction. Les médias, relayant l'histoire d'Aïssata, publient des articles cinglants. Un couple de privilégiés moque une femme en train d'accoucher. Leurs noms, jadis associés au luxe, sont désormais synonymes de cruauté. Madame Morel, dans un hôtel de Boston, tente de supprimer son poste, mais les captures d'écran circulent, partagées par des millions d'internautes. « Justice pour Aïssata » devient un cri mondial, un mouvement contre le mépris et l'injustice. Monsieur Morel, humilié, murmure à sa femme. On aurait dû se taire, mais il est trop tard. Leur arrogance, exposée au grand jour, les a précipités dans une disgrâce irréversible. Aïssata, dans sa chambre d'hôpital, reçoit un appel de sa sœur, en larmes à New York. « Tu es partout dans les infos, » dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Aïssata, caressant Espoir, répond « Ce n'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qu'on laisse souffrir. » Sa sœur bouleversée murmure « Tu es une guerrière. » À cet instant, un représentant de la compagnie aérienne entre, un homme en costume sombre, son visage marqué par la gravité. « Madame Camara, dit-il,
Nous vous présentons nos excuses. Nous lançons une campagne mondiale contre la discrimination, inspirée par vous. Il tend un document. De nouvelles politiques, des formations obligatoires, une promesse d'équité. Aïssata, impassible, hoche la tête. Ce n'est qu'un début, répond-elle, sa voix ferme, un défi clair. L'homme, impressionné, acquiesce. Vous avez raison. Paul, revenu rendre visite, s'assied près d'Aïssata. Vous avez réveillé le monde, dit-il, un sourire discret aux lèvres. Il lui tend une lettre, signée par des dizaines de passagers, demandant justice pour elle et des sanctions pour Véronique et les Morel. Julien, promu pour son courage, entre à son tour, un éclat de fierté dans les yeux. « J'ai appris quelque chose de vous, » murmure-t-il. « Ne jamais baisser les yeux face à l'injustice. » Aïssata, serrant espoir, sourit, un éclat de triomphe dans le regard. « Vous m'avez donné une voix, » répond-elle. À l'extérieur, les médias s'agitent, les flashs illuminant la nuit. L'histoire d'Aïssata, d'espoir, devient un symbole, un cri contre le mépris, un appel à l'humanité. Véronique, dans une salle de formation, fait face à une formatrice, une femme d'origine africaine, dont le regard perçant semble lire son âme. « J'ai été jugée, comme Aïssata, » dit la formatrice, sa voix vibrante de douleur. « Vos mots, vos choix, blessent des vies. » Véronique, les larmes aux yeux, repense à ces paroles. Ces gens ne savent pas rester à leur place. Et la vérité la frappe, brutale, implacable. Elle pleure, non pour sa carrière, mais pour la personne qu'elle est devenue. « Je veux changer, » murmure-t-elle, sa voix brisée. La formatrice hoche la tête, sévère mais juste. « Alors prouvez-le. » Ces mots, comme un écho des paroles d'Aïssata, résonnent dans son cœur. Dans le terminal, les Morel, valises à la main, fuient les regards accusateurs, leurs silhouettes voûtées contrastant avec leur arrogance passée. Un journaliste les interpelle. « Regrettez-vous » Madame Morel, les lèvres pincées, siffle. « Ce n'est pas notre faute », mais la foule, indignée, murmure. « Honte à vous ». Leur disgrâce, amplifiée par les réseaux sociaux, les poursuit comme une ombre. Aïssata, dans sa chambre, regarde les nouvelles, un sourire discret sur les lèvres. Espoir dort paisiblement, un symbole d'espoir né dans la tourmente. La compagnie, sous pression, publie un communiqué. « Nous condamnons toute discrimination. Les responsables seront sanctionnés. » Mentir. Mais Aïssata sait que ce n'est qu'un début. Elle se lève, marche vers la fenêtre, l'horizon scintillant comme une promesse. « Pour toi, espoir, » murmure-t-elle, « je continuerai. » Cette histoire, ce combat, ne s'arrête pas ici. Aïssata, Paul, Julien ont allumé une flamme, un mouvement qui brûle à travers le monde. Si leur courage vous inspire, si l'injustice vous révolte, agissez. Likez, partagez, commentez. Justice pour Aïssata. Ensemble, faisons de cette histoire un cri pour l'équité, un appel à un monde où personne ne sera laissé à souffrir seul, à 35 000 pieds ou ailleurs. L'histoire d'Aïssata Camara, cette femme enceinte abandonnée à son sort à 35 000 pieds par une hôtesse cruelle et moquée par des passagers arrogants, résonne comme un cri perçant dans le cœur de chacun. Ce drame, qui s'est déroulé dans la cabine feutrée d'un vol Paris-New York, n'est pas qu'une anecdote sensationnelle. C'est un miroir tendu à notre société, un reflet brutal de nos failles et de nos espoirs. En tant que Français, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire nous interpelle profondément. Elle nous pousse à questionner notre propre humanité, à examiner nos réflexes face à l'injustice et à tirer des leçons pour transformer nos vies quotidiennes. À travers l'indignation, le courage et la victoire d'Aïssata, nous découvrons des vérités universelles qui, appliquées avec cœur,
peuvent changer notre manière de vivre et d'interagir. D'abord, l'indifférence cruelle de Véronique, l'hôtesse, et les rires méprisants des Morel révèlent une vérité douloureuse. L'injustice prospère dans le silence. Dans la cabine, nombreux sont ceux qui ont détourné les yeux, paralysés par la peur ou l'habitude. Ce silence, ce refus d'agir, est une complicité passive qui blesse aussi sûrement qu'un coup. En France, où la solidarité est une valeur chérie, cette passivité nous choque. Elle nous rappelle que l'humanité ne se mesure pas à nos mots, mais à nos actes. Combien de fois, dans nos vies, avons-nous vu une injustice, un collègue humilié, un étranger jugé, une personne en détresse ignorée et choisi de ne rien faire? La leçon est claire. Face à l'injustice, le silence est un choix, et ce choix a un coût. Appliquons cette vérité dans nos quotidiens. Au travail, dans le métro, dans nos quartiers, osons parler, intervenir, tendre la main. Un geste, même petit, peut briser la chaîne de l'indifférence. Ensuite, le courage de Julien, ce jeune steward qui a défié l'autorité de Véronique, et la détermination du docteur Paul Garnier, qui a risqué sa réputation pour sauver Aïssata, nous inspirent. Ces héros ordinaires, loin des projecteurs, ont agi par instinct, guidés par une boussole morale. En France, où l'on célèbre les figures comme Jean Moulin ou Simone Veil, ce courage discret résonne. Il nous rappelle que l'héroïsme n'est pas réservé aux grands destins. Il vit dans les choix simples, dans le refus de se taire face à l'inacceptable. Pour nous, cela signifie trouver le courage de dire non à un supérieur abusif, de défendre un collègue marginalisé ou de soutenir un voisin en difficulté. Ce courage, appliqué au quotidien, tisse des liens de solidarité, renforce nos communautés et fait vivre l'esprit de fraternité si cher à notre culture. L'histoire d'Aïssata elle-même, cette femme qui a accouché dans la douleur, humiliée mais jamais brisée, est une leçon de résilience. Malgré les mots venimeux, vous gênez tout le monde. Et les rires cruels, elle a puisé dans sa force intérieure, dans son amour pour son bébé, espoir, pour surmonter l'épreuve. En France, où l'on admire la ténacité des figures comme Jeanne d'Arc, la résilience d'Aïssata nous touche. Elle nous enseigne que la dignité est une arme, que la force intérieure peut triompher des pires tempêtes. Dans nos vies, cette leçon s'applique aux moments de doute, de rejet ou d'échec. Quand nous faisons face à des jugements, à des obstacles, souvenons-nous d'Aïssata. Tenir bon, rester fidèle à soi-même, c'est déjà une victoire. Cette résilience cultivée jour après jour nous rend plus forts, plus humains. Enfin, la justice, lente mais implacable, qui a frappé Véronique et les Morel, nous rappelle une valeur fondamentale de la culture française. Nul n'est au-dessus des conséquences de ses actes. La suspension de Véronique, la disgrâce des Morel et la campagne mondiale contre la discrimination lancée par la compagnie aérienne montrent que la vérité finit par éclater. En France, où la justice est un pilier de la République, cette issue nous satisfait, mais elle nous défie aussi. Elle nous pousse à être des acteurs de cette justice, à ne pas attendre que d'autres agissent. Dans nos vies, cela signifie dénoncer les abus, soutenir les victimes, exiger l'équité, que ce soit au travail, à l'école ou dans nos cercles sociaux. Être juste, c'est choisir de faire ce qui est right, même quand c'est difficile. Ces leçons, rompre le silence, cultiver le courage, embrasser la résilience, exiger la justice, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent dans les détails de nos vies. À Paris, dans un café bondé, offrir un sourire à une personne isolée. À Lyon, signaler une discrimination au travail. À Marseille, tendre la main à un voisin en détresse. Chaque geste compte, chaque choix façonne le monde. L'histoire d'Aïssata n'est pas seulement un drame. C'est un appel à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, à incarner les valeurs de fraternité et d'humanité qui définissent la France. Elle nous rappelle que, face à l'injustice,
Nous avons tous un rôle à jouer, une voix à faire entendre. Cette histoire d'Aïssata, d'espoir, de courage et de justice est plus qu'un récit. C'est un cri pour un monde plus humain. Elle nous secoue, nous inspire, nous défie. Si la résilience d'Aïssata vous touche, si le courage de Julien et Paul vous donne espoir, si l'injustice vous révolte, alors agissez. Likez cette vidéo pour amplifier ce message. Partagez-la pour réveiller les consciences. Abonnez-vous pour ne rater aucune histoire qui change le monde. Et laissez un commentaire. Justice pour Aïssata. Dites-nous d'où vous regardez, partagez vos réflexions, et ensemble, faisons vibrer l'humanité à travers chaque clic, chaque mot, chaque geste. Car, comme Aïssata l'a prouvé, un seul instant de courage peut changer l'histoire. À vous de jouer.